Attention s'il vous plaît, arrivez dans quelques minutes du vol 104 des lignes aériennes argentines en provenance de Buenos Aires, Rio, Natal, Dakar, Lisbonne et Madrid. L'appareil stationnera au point A4. Allez, viens mon petit Pierre. Nous allons maintenant survoler la ville. C'est un chasseur en réaction là-bas, plus haut dans le ciel, commandant. Oui, c'est un Mystère 4. Alors, pourquoi on ne l'entend pas? Mais tu vas l'entendre, mais seulement quand il nous aura dépassés. Attention, il va nous survoler. Peut-être nous pourrons entendre le fameux bang bang quand il va passer le mur du son. Oh, quel bruit! On dirait un canon. Mais pourquoi, commandant? Eh bien, quand un moteur marche, il fait du bruit, n'est-ce pas? À l'école, on t'a appris que le son a une vitesse. Eh bien, quand la vitesse est telle que l'avion rattrape et dépasse même cette vitesse du son, on entend cette sorte d'explosion. Tu comprends? Et maintenant, allons à notre appareil. Est-ce qu'on va voler dans un chasseur en réaction? Oh, mais non, certainement pas. Tiens, regarde là-bas. Tu vois, dans ce petit avion bleu. Quoi? Dans ce petit truc, avec une seule hélice? Petit truc? Mais écoutez-moi cette jeunesse. Il est bien trop vieux. Il a au moins 100 ans, cet avion-là. 100 ans. Mais songe un peu, mon bonhomme, qu'il y a seulement 60 ans, l'homme quittait à peine le sol à bord d'un avion à moteur. Il a volé durant 12 secondes exactement. Et aujourd'hui, 60 ans après... 12 secondes? Bah vrai, il aurait mieux fait de rester à terre. S'il était resté à terre, tu ne pourrais pas aujourd'hui t'asseoir dans cet avion. Ah, oui, je comprends. Mais dis, mon petit, en aviation, comme partout, il y a toujours eu une première fois. Le premier à s'asseoir dans ce qu'on appelait alors un aéroplane fut Clément Ader, en 1897. Mais tiens-toi bien, le moteur marchait à la vapeur. À la vapeur? Comme une locomotive avec du charbon? Eh oui, un peu comme une locomotive avec du charbon et de l'eau qu'il fallait faire bouillir. Bien entendu, c'était lourd, c'était pas du tout pratique. Heureusement, le moteur à explosion fit son apparition. Plus léger, plus souple. Le moteur à explosion? Oui, un moteur marchant à l'essence, tiens, comme celui qui fait rouler l'automobile de ton papa. Alors avec ce moteur, ça allait mieux. Oui, tu vas en juger. Nous sommes en 1903, exactement le 17 décembre, en compagnie des frères Wright, Orville et Wilburn. Wilburn, que penses-tu de ce vent? N'est-il pas trop fort? Ah, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il faut essayer tout de même. En tout cas, nous aurons une foule de spectateurs qui vont assister à la tentative. Une foule de spectateurs. Je crois que j'ai invité à peu près 200 personnes, et combien sont venus? 5. Et qui battent la semelle, car il fait sacrément froid. Enfin, ce vent m'aidera peut-être à prendre de l'altitude. Est-ce que tout est pareil? Je vais vérifier encore une dernière fois. Alors, monsieur Wright, qu'est-ce qui se passe? Vous en avez encore pour longtemps? Ou avez-vous changé d'avis? Alors dites-le, dites, c'est pas drôle d'attendre avec un froid pareil sur ce terrain, là, ouvert à tous les vents. Je vais essayer, monsieur Jones. Alors, Wilburn, tout est prêt? Attends une seconde, donne-moi la clé. Il y a ici entre les ailes un haubans qui se relâche. Voilà. Eh ben, les amis, je crois qu'on peut rentrer chez nous. Oh, c'est une blague. Ils disent qu'ils veulent voler. Oh non, mais regardez-moi cet engin. Un peu de bois, un peu de toile, beaucoup de colle, puis des kilomètres de fil de fer, puis un moteur dégoulinant d'huile. Et c'est avec ça qu'ils prétendent voler. Non, mais ils sont complètement fous. Alors, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Avec patience, monsieur Jones. Vous aurez votre spectacle. Alors, est-ce que ce haubans tient le coup? Ça y est, oui, on peut y aller. Bon, bah alors allons-y. Allez, viens, aide-moi. Allez, attache-moi. Attends, il vaut mieux t'étendre complètement pour répartir l'équilibre. Oui, là, comme ça. Attends. Là, c'est assez serré? Oui, merci, ça va. Allez, l'autre pied maintenant, vite. Et maintenant, bonne chance, Orville. Contact. Je lance l'hélice. Pourvu que ce casse-cou s'en sorte. Mais les roues tournent! Il roule, les gars! Ça y est! Ah, regardez, il a quitté le sol! Ça y est! Plane! Non, il se rattrape! Attention! Il va tomber!
Ah oui, il remue. Alors, Orville, t'as rien de cassé, non? Bravo, Orville, tu as réussi, tu as volé. Mes enfants, quelle impression. Oh, mais je sais maintenant que l'homme va voler un jour. Nous sommes sur le bon chemin, Wilburn. Oui, Orville, tu es resté en l'air pendant 12 secondes. Tu entends? 12 secondes, mon vieux. Quelle distance? Mais presque 25 mètres. 25 mètres. Oh, c'est formidable, ça. Vous avez entendu? Il a volé pendant 25 mètres. Oh, Orville, allez, vole encore une fois, tu veux? Encore une fois? Mais on va le refaire des milliers de fois, n'est-ce pas, Wilburn? Allez, maintenant, donnez-nous un coup de main, les gars, pour remonter notre appareil sur la colline. Attention, ces choses-là, c'est plus fragile qu'un papillon. Allez. Oh, is. Oh, is. Eh oui, Pierre, on recommença le même jour. Et les vols s'allongèrent. Ah, nous voilà arrivés à notre avion. Monte, mon petit. Là, assieds-toi. Je referme la porte. Bon, comme sur une automobile, je tire le démarreur. La piste est libre, on peut y aller. Tu vois, nous roulons. Maintenant, je pousse doucement sur le manche à balai. La queue se soulève du sol. Je donne un peu de gaz. Là. Ça y est, on décolle. Exactement ce qu'ont crié jadis les premiers aviateurs. Oh, là-bas, un miroir. Oh non, ce n'est pas un miroir, c'est un lac. Tu vois, j'incline à gauche le manche à balai, je pousse du pied gauche sur cette pédale, et nous virons doucement. C'est simple de tourner, aussi facile que sur mon vélo. Oui, comme tu dis, c'est simple de virer en avion. Et pourtant, il a fallu attendre 10 ans après les vols des frères Wright pour qu'un aviateur accomplisse le premier circuit fermé. Qu'est-ce que c'est un circuit fermé? Une boucle, un rond si tu aimes mieux. Partir d'un point, voler et revenir pour atterrir au même point. Et cela fut réalisé chez nous, en France, à Paris. Plus exactement, à Issy-les-Moulineaux, le 21 janvier 1908. Monsieur Farman, quand vous serez prêt? Je suis prêt. Attention, lâchez les plans. En avant pour la tentative. Hop, le chronomètre est parti. Quel décollage. Ah, ce Farman est véritablement un prodigieux pilote. Il s'élève. Le voilà qui va survoler le poteau des 500 mètres. Regardez, le gouvernail de direction bouge. L'avion s'incline. Il va tomber. Non. Il revient vers nous. Il s'abaisse. Et voilà, il touche terre. Enfin. J'ai enfin bouclé ce fameux kilomètre. Monsieur Farman, c'est un grand jour pour moi, pour l'Aéroclub de France, pour la France aussi. Et songez que vous avez accompli cette boucle en 1 minute 28 secondes. Entendez-vous, messieurs? Monsieur Farman, la première fois au monde. Et maintenant, faisons comme Farman. Bouclons le circuit et revenons sur Terre. Oh, c'est dommage. Oui, mais comme tu as été un garçon très sage, tu auras le droit de venir boire une grenadine au bar des pilotes. Allez, nous allons nous poser.
Barman, Oui, commandant. un bon demi pour moi et une grenadine pour ce futur pilote. Attendez. Dites-moi, commandant, tous les pilotes dont vous me parlez, ils ne volaient qu'au-dessus de la Terre. Ah, bien sûr, avec de telles machines. Mais peu à peu, les hommes tentèrent de survoler l'eau, qui n'est pas précisément une amie de l'aviation. Le premier exploit a été accompli par un Français, Louis Blériot, qui en 1909 traversa la Manche, soit 30 kilomètres. 30 kilomètres? Oh là là, c'est pas beaucoup. Comment 30 kilomètres au-dessus de la mer, sur cet assemblage de bois, de toiles et de fils d'acier? Je trouve au contraire qu'il lui a fallu beaucoup de courage à Blériot. Et après la Manche? Après la Manche, c'est le tour de la Méditerranée, qui en 1913 est franchi de Saint-Raphaël à Bizerte. Tu connais Bizerte, en Tunisie. Cette fois, le parcours est de 790 kilomètres au-dessus de l'eau, et à 100 kilomètres à l'heure de moyenne. Et c'est un Français, Roland Garros, qui réussit l'exploit. Encore un Français? Oh, tu sais, notre pays a souvent été le premier, et sauf pour l'Atlantique. Ah, ça, l'Atlantique. C'est tout de suite après la Méditerranée que quelqu'un l'a traversée. Non. Il y a eu la Première Guerre mondiale. Durant 5 ans, des avions se sont battus dans les airs. À la fin de la guerre, ils volaient 2 fois plus vite et 5 fois plus haut. Dès la guerre finie, les aviateurs de tous les pays, par dizaines, par centaines, s'attaquèrent à un tas de records. Mais personne n'avait encore franchi la mare au hareng. Quel drôle de nom! Ah, c'est comme cela que les Américains appellent l'Atlantique. Enfin, en 1927, le 21 mai... Votre carte, s'il vous plaît. Journal le matin. Merci, c'est passé. Monsieur? Journal Le Petit Parisien. Ah, c'est bien fait. Bonjour, comment vas-tu? Plutôt bonsoir, il est presque 10 heures. Tu as vu cette foule? Tout Paris doit être là pour accueillir ce fameux Lindbergh, s'il arrive. Il arrivera. Il a bien préparé sa traversée. On l'appelle le fou volant, mais c'est faux. Lindbergh est pilote postal et lieutenant de l'armée américaine. Il s'est entraîné. Non, je sais, Colli aussi s'était entraîné. Moi, j'étais là au Bourget il y a 13 jours quand ils ont pris leur départ. Fallait voir ça. Ils ont décollé en 800 mètres avec un zinc de 5300 kilos. Et pourtant, on n'a jamais revu l'oiseau blanc et ses pilotes. Oui, mais Lindbergh traverse l'océan d'ouest en est, dans le sens des vents. Et son appareil est plus léger. Il est enfermé dans une cabine confortable. Et surtout... Surtout quoi? Eh bien, il a à son bord un nouveau compas à induction magnétique extraordinaire pour calculer le cap à suivre. Oh, bon, il a toutes les chances. Regarde, ils viennent d'allumer les projecteurs. Quelle heure est-il? 10h20. Écoutez, il me semble que j'entends un bruit de moteur. Oui! Ah, là-bas, dans la lumière du projecteur, un point blanc. Où? Là-bas, il tourne. Il descend, c'est lui. L'Espirito Saint-Louis. Mais allons-y vite avant que la foule ne rompe les barrages de police. Alors? Eh bien, un homme est descendu de l'avion. Il a simplement dit « I am Lindbergh, je suis Lindbergh ». Le grand gars de 25 ans devient du jour au lendemain l'homme le plus célèbre du monde, après avoir franchi l'Atlantique Nord en 33h30. Encore le chasseur en réaction. Oh, celui-là. Mais Lindbergh, c'était pas un moteur à réaction qu'il avait. Non, bien sûr. C'était un moteur à hélice de 240 chevaux, plus fort que ceux des grosses voitures américaines. Mais alors, quand est-ce qu'il y a eu pour la première fois des avions à réaction? Est-ce que j'étais déjà né, moi? Non, pas encore. Les avions à réaction sont arrivés dans le ciel à la fin de la dernière guerre. Et pourquoi on les appelle des avions à réaction? Je vais t'expliquer. Parce que dans ces avions, on a abandonné le moteur à explosion. Ils ne sont plus tirés par une hélice qui se vise dans l'air, mais ils sont littéralement poussés par de l'air que l'on fait brûler à l'intérieur d'un gros tube appelé réacteur. Cet air s'échappe avec une violence fantastique. Et l'avion reçoit la poussée qui le fait décoller, puis voler. Mais c'est simple comme tout, un réacteur. Cela a l'air très simple, mais en vérité, c'est tout de même un peu plus compliqué. Songe que cette poussée, qui sur certains avions atteint 8500 kilos, arrive à faire voler ces énormes appareils à près de 1000 km à l'heure. Mais le chasseur va encore plus vite. Ah oui, mais lui n'emmène qu'un pilote. Les autres ont à leur bord entre 50 et 100 personnes. Avec ça, il faut pas longtemps pour aller en Amérique. Le temps qu'il a fallu à Roland Garros pour traverser la mer Méditerranée. Vois-tu, dans quelques mois, lorsque les gros avions à 4 réacteurs voleront, en 6 heures ou 7 heures, on traversera l'océan à 10 000 mètres d'altitude dans un silence parfait. Tiens, si tu es sage, nous irons visiter un de ces jours, un de ces magnifiques appareils à 2 réacteurs, la Caravelle. Dans un de mes livres à l'école,
on dit qu'une caravelle, c'est un bateau. Ah oui, c'est exact. Mais c'est aussi le nom dont on a baptisé un des plus beaux avions français, avec de longues ailes fines qui le font ressembler à une flèche. Tiens, à propos de la caravelle, sais-tu ce que c'est qu'un planeur? Oui, c'est un avion sans moteur qui plane. Oui. Eh bien, la Caravelle, qui a déjà réalisé plusieurs performances, y a ajouté récemment la suivante. Une fois lancé au-dessus de Paris, les pilotes ont coupé les moteurs. Et l'avion, pourtant lourd, a plané vers Dijon pendant 260 km. Puis, ils ont rallumé les réacteurs et la Caravelle a poursuivi sa route. Tiens, tu vois ce chasseur? Il monte vers le ciel, tout droit, comme une alouette, comme s'il se dirigeait vers le soleil. Oh, il ferait trop chaud. Mais on va bientôt aller dans la Lune, hein? Ah, oui, pourquoi pas? Mais pas en avion, en fusée. Vois-tu, entre Orville Wright, Farman et le pilote du chasseur à réaction que tu viens d'entendre, il y en a eu du progrès parcouru. Alors, pourquoi pas la Lune? Je veux devenir pilote, comme vous. Mais moi, j'irai dans la Lune.